toutes et à tous, bienvenue pour ce 41e épisode de la 7e saison de Cold Facts. On revient bien entendu sur l'acte 2 de la finale de National League entre Lausanne et Zurich. Et c'est Zurich qui s'est imposé 3-2 après prolongation. Lausanne a mieux joué, mais vous le verrez, il y a quand même, si on regarde dans les expected goals, quand on va un petit peu dans les détails, Zurich mérite sa victoire. On va se projeter sur l'acte 3 qui aura lieu samedi à Malais. Après, on passe aux paris sportifs, entre les deux, les paris sportifs. On va aussi revenir sur la nomination de Chris McSorley à la tête de Sierre dans ce qui nous a fait mousser. Et puis, on va terminer par un petit passage par Marseille avec l'équipe de Suisse. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Ouais, alors ça va bien. Et toi, j'entends un peu quelque chose dans le nez, là, comme si t'avais... Oh, ça va. L'air de Marseille m'a obstrué les narines. Non, j'en sais rien. mais on peut rien te cacher, hein, j'ai l'impression. On peut rien te cacher. On dirait ma maman quand je l'appelle et puis qu'elle dit « Ah, toi, t'es un peu malade. Hein. » Non, mais surtout qu'après, vu que tu vas rentrer du sud de la France pour venir voir l'acte 3, faut que tu sois en forme. Mais... Ouais, ce sera le cas, pas de souci. J'espère aussi que... Pardon, vas-y. Non, je disais, avant cet acte 3, on allait revenir sur l'acte 2, mais vas-y. Non, exactement. J'espère que je serai en forme comme le Lausanne HC qui a finalement montré quelque chose jeudi soir pour cet acte 2. Malgré la défaite 3-2 après prolongation, ça aurait pu aller de l'autre côté aussi. Après, ça c'est la lecture positive. Je pense que du côté zurichois, on se dit ouais, ils ont été un peu meilleurs que mardi, mais en même temps, on n'allait pas gagner tous nos matchs 4-0, mais globalement, c'était quand même assez maîtrisé de la part de Zurich, j'ai trouvé. C'était maîtrisé dès le moment, en fait, où ils ont mis le 2-2. C'était pour moi le moment où que Lausanne aille en prolongation. C'était déjà une forme de petite victoire. Lausanne a raté le coche, selon moi, après on va dire quand ils ont eu un power play, qu'il y a eu ce poteau de Boson qui aurait pu amener un 3-1, et je me disais, même si les deux buts en hockey, c'est le pire score, blablabla, ça aurait quand même changé quelque chose. Zurich aurait dû montrer encore plus. Et Lausanne était bien, finalement. Lausanne avait une bonne tenue défensive. Bien sûr qu'ils concédaient des shoots, c'est pas... Comment dire, c'était pas dominateur, mais ils faisaient le dos rond assez bien. Et puis, quand t'as ces offensives soutenues en zone de défense, c'est là où Zurich, quand le puck tourne, quand ils font du cycling, quand ils hésitent pas à chercher des lignes de passe, à maintenir ce puck dans la zone, on avait l'impression qu'à un moment, ça allait passer pour le 2-2. C'est arrivé. Et puis, le 3-2 après prolongation, là, tu fais une erreur. Et dans ces cas-là, avec de tels joueurs, ça pardonne pas, quoi. Ouais, une erreur, par contre, c'est pas un joueur qui a fait une erreur. C'est globalement où il y a tout le monde qui est aux fraises. Les attaquants, ils reviennent en back-check, en sifflotant. Ils ont perdu le puck, ils sont pas revenus. Puis derrière, quand tu laisses Freuden, Grant, Balcers partir, tu sais que ça peut potentiellement faire mal. Il y a une ligne qui a été un petit peu hybride sur ce but en prolongation. J'ai toujours pas réussi à avoir un avis tranché sur est-ce que Pache aurait pu en faire plus sur ce but-là, honnêtement. Parce que ça reste... c'est un bon tir de Freuden, c'est un buteur, c'est quelqu'un qui est capable de le faire, je dis pas, mais j'ai pas un avis net. Et toi? Non, pas un avis net, et j'aurais plutôt tendance à dire que il y pouvait pas grand-chose. En tout cas, visiblement les spécialistes disaient que le tir sur réception était difficilement arrêtable, mais je peux totalement entendre que il aurait peut-être pu mieux faire, mais c'est vraiment... S'il y a bien quelqu'un qu'on ne peut pas blâmer, tu disais, il faut un peu dire à toute l'équipe, les défenseurs, non, c'est vraiment plutôt les trois attaquants qui
back-check mal, qui font un peu... Il y a Fuchs, je crois, qui glisse dans le rond, dans l'arrondi. Et puis après, est-ce que c'est Kaoun qui fait pas le bon jeu? Enfin, c'était une petite succession, puis les défenseurs et Kevin Page se retrouvent un peu à devoir rattraper les erreurs. Et puis, c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à rattraper les erreurs. Mais non, je me dis quand même que là, pour le coup, il est plus coupable, on va dire, sur le premier. Évidemment, le deuxième, il ne peut pas grand-chose. Le Sigrist, il fait mal, hein, parce que tu lances de la pire des manières ce match, finalement. Après 5 minutes de jeu, un soft goal accordé à Justin Sigrist. Mais ce que j'ai bien aimé, du coup, alors dans le côté positif de cette rencontre, c'est la réaction, parce que Lausanne aurait pu, on va dire, sombrer, ou en tout cas ne pas être capable de faire un match solide, et ils l'ont fait derrière. Ils ont continué leur plan de match à un moment, ils n'ont pas paniqué. Il y a rapidement eu le 1-1, ça a probablement aidé aussi. D'ailleurs, sur le 1-1, on a retrouvé Dominique Kaoun, qui était parti en vacances pendant toute la série contre Fribourg, et après-match aussi. C'est incroyable ces playoffs à lui, à part ça. Hein. Mm-hmm. Il met 10 points dans la série contre Langnau. Il est présent sur à peu près tous les buts lausannois. Et là, 0 sur les 7 matchs contre Fribourg. Premier match, il n'avait pas été terrible non plus. Là, il a 1 point, mais malgré ça, je ne l'ai pas forcément trouvé dominant quand il était sur la glace. Et ça, c'est quand même un problème, je trouve, pour Lausanne. C'est que quand Kaoun est sur la glace, défensivement, c'est vraiment, vraiment pénible. Et là, la ligne avec Perligny et Fuchs, elle a sacrément peiné. C'est pas la seule. La ligne Rochette-Jäger-Boson a aussi pas brillé offensivement et a été plus souvent mal prise défensivement. Mm-hmm. D'ailleurs, le pire ratio d'expected goal dans ce match, c'est Benjamin Bougreau avec 15,9%. Lui, quand il était sur la glace, mais c'était un temps de jeu assez limité. L'échantillon n'est pas terrible. Mais par contre, dans les joueurs qui ont joué un temps de jeu normal, Matteo Rochette est à 16,7% d'expected goal lorsqu'il est sur la glace, donc à 5 contre 5. C'est 0,9 pour et 4,3 contre. Donc c'est vraiment, vraiment pénible quand il était sur la glace sur ce match-là. Et c'est vrai que Zurich, quand tu peux te permettre d'avoir un but qui vient de Sigrist, centre de troisième ligne avec Rohrer et Riedi, quand cette ligne-là arrive à marquer parce qu'il manque l'Amico et que tu as cette troisième lame offensive qui directement marque un but, tout est un peu plus simple et tout est plus compliqué pour Lausanne de devoir défendre. Face à ces 3 lignes-là, même si la quatrième, elle a quasi pas été sur la glace, elle a réussi à prendre un but du côté de Zurich. J'ai dit le nom de Tim Boson, c'était la bonne nouvelle avant le match. Oui. On a eu du côté de Lausanne un retour avec lui, donc c'est mieux que rien. Ce qui a poussé Jordan Bougreau en tribune, vu que Jeff Ward joue avec 12 attaquants et Genadzi qui peut venir devant s'il le faut ou derrière s'il le faut, donc il a ce rôle un peu hybride, même si je suis défenseur. Donc Boson était de retour. Je ne sais pas dans quel état physique il est. On le saura probablement après la série, mais c'est quand même une bonne chose de l'avoir sur la glace. Alors complètement, mais ce qui manque pour que Boson soit peut-être plus efficace, c'est un troisième larron. On va dire que Jäger-Boson, c'est bien, 2/3 de la ligne si importante avec Raffel l'année passée, mais comme Raffel n'est pas là, et véritablement, est-ce que tu mettrais Raffel s'il était on va dire, j'ose pas dire en santé, mais s'il était, si c'était un 7e match, il serait là. Voilà. Bon, ce sera plutôt un 3e ou 4e match. Je suis pas sûr que ce qu'il nous a montré cette saison justifie la présence de l'Autrichien. Maintenant, j'aimerais bien finalement voir Payuniemi. Alors c'est pas le plus la ligne qui a le mieux marché, hein, Boson, Jäger, Payuniemi, mais pour moi elle ferait sens, je sais pas pour Jeff Ward. Après Perligny, qui était pas bon sur le premier match, j'ai trouvé qu'il y avait un petit quelque chose en plus. Tu me diras, il était parti d'assez bas et à sa décharge il n'avait pas joué, donc il n'était pas dans le rythme. C'était pas une question d'être fatigué ou quoi que ce soit, il était simplement pas dans le rythme. On te jette comme ça en finale, t'as envie de bien faire, t'as envie de ne pas mal faire surtout. Et
Là, j'ai eu l'impression qu'il mettait un petit peu plus d'intensité physique, qu'il était un petit peu plus présent, qu'il essayait de créer quelque chose. Tu as dit que avec Kaoun et Rochette, c'était pas ça forcément, mais il y a eu, je trouve, un peu de mieux. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord qu'il y a c'était mieux que mardi, mais c'était globalement, en tant qu'équipe, il y a eu une progression par rapport à mardi, et il faut aussi du côté de Lausanne se dire ça, c'est-à-dire, ben voilà, maintenant, il y a le match à la maison qui arrive, et finalement, comment dire, l'équation, elle a pas évolué avec cette défaite. Il faut toujours aller en gagner un à Zurich, il reste 3 occasions, c'était que le premier match à Zurich, finalement. Il faut être solide à la maison et aller en voler un là-bas. Sur ce qu'on a vu ce jeudi, c'est possible d'aller jouer à Zurich et d'être les regarder les yeux dans les yeux, même si au final, si on regarde les expected goals, c'est 2,5 à 1,5 selon le provider de la ligue. C'est un poil plus selon Analyze Data. Ils n'ont pas la même forme, enfin les mêmes. Ils font pas les mêmes calculs, mais moi je me base tout le temps j'essaie de me baser quand je fais un article ou un podcast sur l'un ou l'autre pour toutes les données. Comme ça, au moins c'est cohérent, on va dire. Et là, si on prend la ligue, c'est 2,5 à 1,5 avec ça c'est à 5 contre 5, non, toute situation, et à 5 contre 5, c'est 83% d'expected goal en faveur de Zurich et seulement 16% pour Lausanne. Donc même en enlevant les powerplay, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que le box-play lausannois a été excellent sur ce match-là, et je pense qu'il n'y aura pas souvent Malguin sur la glace pendant 6,49 en supériorité numérique et pas de but. Je pense que c'est un petit exploit. Hein. Mais ils ont joué, t'as vu, hein, Malguin et Andrighetto. On a l'impression que Marco Bayer, il est avec sa manette PlayStation, puis il se dit bon, alors je dois choisir mes lignes. Bon, alors là, powerplay. Moi, je l'ai fait jouer pendant 2 minutes, c'est pas grave. De toute façon, ils trouveront quelque chose. Allez, puis tu te retrouves avec 2 types quasiment. Alors, je crois qu'il y en a un qui est au-dessus des 25 minutes et l'autre à la limite. Pour les attaquants, c'est beaucoup. Normalement, c'est quand même beaucoup trop. Et par chance, ils n'ont pas eu à jouer beaucoup de prolongations. C'était la première de ces playoffs pour Zurich. Elle a duré que 2 minutes et des poussières. Donc, les gars sont frais. Mais je trouve quand même étonnant de tirer autant quand on a loué la profondeur de Zurich, de dire ah ouais, mais regardez cette 4e ligne. Alors, c'était moins le cas parce que l'Amico et Baltisberger étaient soit blessés ou malades. Mais là, je me dis quand même, on est sûr qu'il faut faire jouer 25 minutes ces gars. Il y a pas de... le powerplay, ils peuvent tout à fait mettre d'autres personnes et ça sera très solide. Hein. Il y a pas de souci. Mais voilà, Bayer se dit peut-être, mais moi je gagne 2-0, donc ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. C'est moi qui ai raison et je l'entends tout à fait. Ouais, c'est vrai que après 25 minutes, dont quasi 7 minutes en powerplay. Donc, c'est quand même, d'un point de vue gestion des énergies, c'est un peu plus facile, même si je minimise pas le travail d'un attaquant en powerplay, bien entendu. Mais c'est pas un jeu qui va d'un côté à l'autre de la patinoire et tu peux un peu plus. Enfin, toutes les minutes sont pas égales, on va dire ça comme ça. Donc, moi, ça me choque pas énormément. Après, effectivement, si tu es Balcers, qui est un des meilleurs joueurs de Zurich, puis tu te retrouves à jouer 1 minute sur les 8 de powerplay, tu te dis, bon, on se fout un peu de moi, là. Mais oui, là, c'est ce premier powerplay impressionnant. Et là, tout le crédit est aussi à mettre aux Lausannois. Lausanne qui a eu près de 5 minutes avec Aurélien Marty sur la glace en box-play comme parmi les défenseurs. Et Théo Rochette, 5 minutes aussi sur ses 23 de glace. 5 minutes pleines. En box-play, c'est vraiment impressionnant. Et, visiblement, Jeff Ward lui fait beaucoup confiance. Il est beaucoup engagé dans des situations de box-play. Donc, aussi, crédit à mettre aux Lausannois quand même d'avoir été si solide à 4. Et ouais, ça j'ai bien aimé. Et je me dis que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut construire. Parce que peut-être dans la tête des Zurichois, c'est un peu... Quand tu fais 8 minutes pleines de powerplay et que tu n'as pas un but, peut-être que ça germe dans la tête un peu le doute, on ne sait pas. Ouais, moi j'ai eu l'impression, en regardant ce match, que ça faisait le combienième match? Il y en avait eu 4 à Zurich l'année passée, et donc c'était le 5e match de la finale, que c'était là où Lausanne avait été finalement le plus proche de gagner. J'ai les souvenirs, il faudrait reprendre tous les matchs évidemment, mais j'ai peut-être le souvenir de l'acte 7 où j'avais
l'impression que Lausanne avait eu aucune chance et que c'était un peu comme ça, que dès que Zurich avait envie et tac, ils arrivaient à faire la différence et qu'ils n'arrivaient pas à les pousser. Mais là, au début de la prolongation, et en plus, Lausanne arrive à... Il y avait une pénalité qui était entre la fin du troisième tiers et le début de la prolongation. Lausanne a réussi à la tuer et tu te dis, ah bah tiens, peut-être que ce momentum-là peut être bénéfique à Lausanne. Patatras, 1 minute plus tard, il y a le but de Freuden, mais je trouvais que Lausanne, tu disais, regardez dans les yeux Zurich, il y avait moyen d'y croire avec un système défensif au point, un peu plus de débauche d'énergie, il y a eu un petit peu plus de tirs bloqués, c'est normal, il y en a eu aussi plus, et tu disais, il y a eu tellement de power play pour Zurich que c'était normal qu'il y ait plus de tirs bloqués finalement côté lausannois. Ouais, au niveau des lignes et des match-up, on a vu un énorme Derek Grant, j'ai trouvé, dans son impact. Et déjà, aux engagements, il finit avec un ratio énorme. Il est à 16-8, donc 66% d'engagement gagné. Il a été envoyé 24 fois à l'engagement sur près de la moitié des engagements de Zurich. Il était là. Donc, c'est impressionnant. Il a souvent été face à Ken Yeager. Donc, c'est le match-up que voulait Marco Bayer pour cette rencontre. C'était sa deuxième ligne contre la deuxième et garder le duel des premières lignes Malguin contre Suomela la plupart du temps. Et derrière, donc, Grant contre Yeager. Et de part et d'autre, tu as une quatrième ligne qui joue assez peu, puis une troisième où justement Rorer, Sigrist, Riedi face à Fuchs, Kaoun, Perlini. Sur le papier, tu as presque envie de te dire que c'est la ligne lausannoise qui est presque pas le mieux armé, mais qui peut en tout cas rivaliser. Mais cette ligne avec deux joueurs d'énergie, Rorer et Riedi, sont assez insupportables, on va dire ça comme ça. Et Sigrist qui a un centre qui est tout à fait solide. Je l'ai en différentiel dans Hockey Manager. Il pourrissait sur mon banc depuis des semaines et des semaines, mais là, je suis obligé de le faire jouer. Je dois dire que j'étais pas mécontent quand j'ai vu qu'il avait enfin marqué un point pour la première fois depuis un moment. Mais le Reto Shepi, tu sais, un peu light. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, il manquait toujours Juho Lamiko du côté de Zurich. Donc, Bayer a pu faire jouer Lehtonen et Kinnunen en défense et les 4 attaquants. Blazer a été relégué à la septième roue du char, on va dire. C'est un sacré char. C'est 7e roue de la Jaguar. Et voilà, donc, est-ce qu'il y aura un changement? Il a annoncé malade, Lamiko, et non blessé. Donc, est-ce qu'il y a un changement pour samedi? Ou est-ce que tu te dis, on mène 2-0, on ne doit pas aller là-bas non plus pour... trop attaqué, vu que Baptiste Berger était de retour, l'équipe est assez cohérente. Mais c'est clair que si à la place de Sigrist, tu mets Lamiko là, sur cette troisième ligne, et Sigrist, tu le fais glisser en 4 à la place de Bechler, ça devient encore plus impressionnant. Et Blazer peut tout à fait faire le job comme 6e défenseur avec Mikko Lehtonen. Donc il y a aussi des options côté zurichois et côté lausannois aussi s'il y a des retours, mais en l'état, on n'en sait malheureusement pas beaucoup plus. Alors, si jamais, je pense qu'il fera jouer, parce que c'est ce qu'il a fait pendant la saison, c'est l'Amico Freuden Zender et Grant qui vient avec Rorer et l'autre ailier. Mais peu importe, finalement, c'est tellement fort que tu récupères de toute façon un top joueur, donc peu importe où tu le mets finalement, est-ce que tu le mets avec Rorer et Riedi ou est-ce que tu le mets avec Freuden et Zender, ça va de toute façon être une bonne triplette finalement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Place au pari sportif cette semaine. Je me dis que si j'avais dû parier sur ces deux matchs, je ne l'ai pas fait. J'aurais eu 1 sur 2, je pense que j'aurais mis Zurich... non, j'aurais fait 0 sur 2, je pense que j'aurais mis Zurich jeudi et Lausanne mardi. Donc, peut-être c'est pas plus mal des fois de pas parier. Hein. Souvent, un bon pari peut être un pari qu'on n'a pas fait. Par contre, ce match numéro 3, les cotes sont déjà sortis. Lausanne à la maison à 2,35. Le match nul est à 3,65. Et Zurich est à 2,45. Donc, Lausanne légèrement favori. Si on prend la cote avec les prolongations et tirs au but, pas tirs au but, prolongations, Lausanne à 1,80 et Zurich à 1,90. Donc, léger avantage aux Lausannois malgré le fait qu'ils sont à la maison. Et moi, je dois t'avouer que ce 2,35 de Lausanne à domicile avec une équipe dos au mur qui a montré des signes d'amélioration jeudi soir et qui va devoir absolument s'imposer, je l'aime bien. Et toi? Alors, je suis
totalement. Je te laissais expliquer, noter les cotes et dans ma tête, j'étais là. Ouais, ben, s'il faut choisir de nouveau, hein, c'est pas parce que on choisit une cote qu'on est convaincu de la chose, puis on se dit c'est bon, ça va faire notre mise x 2,35. C'est plutôt de se dire que dans un cas comme ça, est-ce que c'est pas un petit peu trop haut? Mais ça s'explique totalement. Zurich domine 2-0 cette série. C'est clair que s'il gagne et qu'il y a 3-0 avec un quatrième match à domicile, là, ce serait... je pense pas qu'il y aurait de gentleman sweep, mais ce serait vraiment très difficile. Donc, Lausanne, là, doit absolument aller faire quelque chose pour rester... je sais pas s'il faut rester en vie, mais je pense que t'as bien identifié. Je réfléchissais au but aussi. Est-ce que ce serait un match avec peu ou beaucoup de buts? On a eu quoi 4 buts. Je prends 60 minutes. Jeudi soir et 3 buts mardi soir. Donc on est au-dessous de 4,5. Je peux imaginer que ce soit plutôt la tendance et qu'à ce moment-là, ben, tu dois être solide défensivement, en tout cas pour Lausanne, et marquer tes chances, être un peu plus présent dans le slot. Ouais, bon, on en discutera après quand on parle de ce que Lausanne doit faire. Les buts, c'était à plus de 4 buts et demi, t'as 1,70, moins de 4 buts et demi, t'as 1,90. Donc, à voir. Je te propose que, vu qu'on y est, de faire un tout petit détour par les championnats du monde, où les cotes sont aussi sortis pour gagner pour le titre. Hein. Je parle juste du titre, pas des matchs, on va pas aller aussi spécifiquement que ça. Mais si tu es intéressé par le mondial à venir, et je pense que tu l'es, tu seras pas surpris d'apprendre que le Canada est à 3,75 et est favori pour le titre devant les États-Unis à 4,15. Et à la maison, vu que la finale aura lieu là-bas, la Suède est à 4,45 devant la Finlande 6,45, les Tchèques ensuite, et la Suisse à 11-1. La Suède à la maison à 4,45 va peut-être me faire marrer, il faudra voir, mais c'était juste pour dire que c'est déjà disponible. Et bon, tu peux aussi parier sur les Jeux Olympiques, de savoir si le Canada va gagner ou si le Canada va gagner. Et le Canada va gagner à 2,75. Ouais, alors, je me méfierais quand même des États-Unis mais bien sûr d'autres. Hein. Juste derrière. Mais pour le championnat du monde, là, c'est bien. C'est clair que le Canada, finalement, les bookmakers, là où ils ont une certaine chance, j'allais me dire, ouais, mais on connaît pas les effectifs. Ouais, mais en fait, on sait que le Canada, peu importe, ils vont faire venir des types, et puis, à un moment, les 7 premiers matchs, ça va être pour se mettre en jambes, et puis on verra après ce qui se passe au niveau des matchs à élimination directe. C'est là qu'ils vont probablement se réveiller, et suivant qui, effectivement, que je pourrais totalement imaginer Canada-États-Unis être pas mal, mais... La Suède, ça va être la même chose. Je pense que le fait que ce soit à domicile, les gars qui vont se faire éliminer en NHL vont venir plus facilement que si c'était dans un autre pays, en tout cas. Ou à Herning, par hasard. Là, ça va être difficile. Donc voilà, on mettra nos cotes sur nos réseaux sociaux le matin du match ou vers midi, tout dépend de l'heure à laquelle je t'envoie le fichier, mais ce sera à retrouver sur nos réseaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Donc on pense les deux que Lausanne peut s'imposer dans ce match de samedi. La question, ça va être comment maintenant? Toi, tu vois quoi comme piste? Ben, on le disait, j'évoquais le slot, quoi. Parce que si on regarde aussi les 2 premiers matchs, je regardais d'où étaient venus les tirs sur le match à Zurich. Lausanne en a marqué 2. Et des buts qui sont un bon travail pour le but de Fuchs, qui arrive à la loger où il faut, à côté du goal. Et puis un tir de Ria qui est dévié, qui se transforme en passe parfaite pour Frick. Donc c'est difficile d'y voir un véritable... des clés. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, ces 2 buts-là sont typiques de ce que Lausanne doit faire. Je dirais plus le but de Fuchs finalement, mais même, c'est que tu arrives à maintenir le puck en zone de défense
zurichoise. Et s'ils sont un peu... si eux aussi font un côté... ils ont un back-check qui est un peu moins sérieux, eh ben, tu peux avoir quelque chose. Mais là, il faudra rentrer dans le lard de Zurich. Pour moi, il faut frapper Andrighetto et Malgin, évidemment toujours dans la légalité. Essayer de ne pas mettre des cannes dans les visages. La plupart du temps, involontairement, parce qu'ils sont toujours... Tous ces joueurs sont chaque fois en train de bagarrer ou de lever la canne de l'adversaire. Puis, tout d'un coup, la palette part dans la figure du joueur. Et ça coûte. Chaque fois, tu te dis, c'est dommage, parce que c'est pas une faute bête dans le sens où tu peux... le coach peut te dire, non, là, t'as trop donné. Non, tu veux essayer de récupérer le puck. Et c'est la faute à pas de chance, on va dire. Tu dois maîtriser ta canne, etc. Mais je pense que Lausanne doit aller plus devant le but, aller gêner Roubec. Enfin, des trucs un peu basiques qu'on disait déjà. Faut aller gêner Berra, faut lui voiler la vue. Il faut être plus dominant dans les endroits stratégiques, éviter de tirer en périphérie. Et que peut-être qu'à ce moment-là, tu peux faire douter Zurich. Ouais, c'est ça le point de la périphérie. Je suis tellement d'accord. Si tu regardes le graphique, et il est disponible sur le site de la Ligue, il n'y a rien qui vient du slot ou presque pour Lausanne. Et à l'inverse, Zurich campe dans le slot avec vraiment une majorité de shoots qui vient de là. Et voilà, c'est quand même de là que viennent la plupart des buts. Et moi, il y a un point au niveau des statistiques que je trouve intéressant, c'est la qualité des sorties de zone. Et Lausanne a franchement pas été terrible sur ce match-là, avec 51 sorties de leur propre zone en contrôle du puck, donc 51. Et ça n'a donné que 22 entrées en zone défensive zurichoise avec le contrôle. Et à titre de comparaison, donc c'est 51-22 pour Lausanne, et c'est 52, donc quasi pareil pour Zurich, et 33. Donc ils ont 11 de plus entrées en possession avec le puck. Et derrière, si tu regardes les scénarios d'où viennent les expected goals, sur les 2,15 à 55 de Zurich, il y en a plus d'un tiers, les 0,88, c'est à la suite d'une possession de puck en zone offensive. Et donc, c'est pas forcément... Sur le rush, ils sont excellents aussi, Zurich, mais la majorité vient de ces attaques placées, on va dire ça comme ça, qui sont générées par des entrées de qualité en zone offensive. Et Zurich le fait extrêmement bien, et c'est sur ce point-là, je pense que Lausanne devrait progresser encore un petit peu, je pense, pour vraiment avoir une chance. Ça se voit aussi sur le forechecking. Zurich a 1,62 expected goals sur les 2 et quelques qui viennent à la suite d'un forecheck réussi. Et Lausanne, 0,8 seulement. Donc être plus agressif, c'est pas uniquement quand tu as le puck, c'est quand tu l'as pas. Et ça, je trouve que ça leur manque encore un petit peu aussi pour vraiment être au niveau de Zurich. Absolument. C'est un peu ce qu'on évoquait. Quand Lausanne a réussi à marquer, c'est en allant gêner, en essayant peut-être une fin de shift d'une ligne zurichoise un tout petit peu fatiguée ou qui fait un tout petit peu moins d'efforts. Et puis, Jeff Ward aura le dernier changement. Ce sera intéressant de voir s'il va de nouveau matcher sa ligne 1 contre la ligne 1, puis comme ça, il ne se pose pas de questions, ou s'il va se dire là, j'essaye de faire un peu mieux. Oksanen et Ria sont des joueurs capables d'être... des joueurs d'énergie. Suomela est aussi capable en bon finlandais, on va dire, d'avoir des bonnes responsabilités défensives. Mais est-ce qu'il faudrait pas être un peu plus aller un peu plus sous la peau, quoi, être un peu plus agaçant, dans le sens où j'ai l'impression que Andrighetto, il va vite aller se plaindre auprès de l'arbitre qu'il a été touché plus que Malgin, mais il y a ce côté un peu à l'arbitre et que ça suive en commande dans un environnement peut-être plus favorable à Lausanne, mais pour ça il faut que les joueurs ne fassent pas d'erreurs, s'inspirer peut-être de Fribourg pour la discipline, et peut-être que là ça peut passer un 2-1 si Lausanne arrivait à gagner ce match. Ça leur permettrait d'avoir au moins l'assurance d'un 3e match à domicile, ce qui est, on va pas faire le match du caissier, mais ce qui serait tout à fait intéressant pour eux de
d'avoir juste cette victoire qui leur permettrait d'enclencher quelque chose. Au niveau des temps de jeu, je trouve assez surprenant de voir qu'à 5 contre 5, Suomela est le 6e attaquant le plus utilisé. Du coup, un des moins utilisés si on prend depuis en bas. Et hormis la 4e ligne, Bougro, Presselrux, Seger, les 2 joueurs ensuite, c'est Oksanen avec 12 minutes et quelques et Ria avec 13 minutes et quelques. Et de voir Suomela là aussi à 14 et des brouettes, et puis juste devant, il y a Kaoun qui a un peu plus de temps de jeu, je trouve assez étonnant. Surtout quand tu vois que la première ligne adverse du côté de Zurich, c'était des grosses minutes. Alors, comme on l'a dit avant, il y a eu presque 7 en powerplay, ça fait vite une sacrée différence pour Malguin ou Andrighetto. Mais l'utilisation de Suomela, là, je pense qu'on doit pouvoir tirer un peu plus de lui. Enfin, j'imagine être cette ligne-là, hein, globalement, parce qu'on l'a vu contre Fribourg au match numéro 7. C'est quand même de là qu'est venue la solution. Suomela, l'engagement, il est solide. Il a près de 70% d'engagement gagné sur ce match à Zurich. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas essayer en partant du principe que les Zurichois viennent avec la même équipe, ce qui n'est pas forcément une certitude, mais s'ils viennent avec la même équipe, est-ce qu'il ne faut pas se dire que Grant doit peut-être être matché avec Suomela pour essayer de minimiser son impact? Mais après, ça veut dire que Andrighetto, Malguin, tu les mets face à Jäger, Rochette, Boson, cette ligne-là. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais sinon, on a vu mardi la première ligne lausannoise face à la première ligne zurichoise, ça a tourné à l'avantage des Zurichois. Est-ce qu'il faut pas essayer autre chose maintenant? Absolument. Il faudra que, de la part de Lausanne, sans doute que marquer le premier but, c'est pas gage de victoire assuré, mais ça peut peut-être lancer une dynamique, même si j'ai l'impression que la différence avec Fribourg, notamment lors du match 7, où tu te dis à quel point c'est important de marquer ce premier but, la qualité en face fait que j'ai l'impression que c'est pas forcément suffisant. Il faudra, pour être clairement sûr, il faudra arriver à faire ce que Zurich a fait lors du premier match, c'est-à-dire marquer et peut-être avoir 3 buts d'écart. À ce moment-là, je pense que même Zurich se dirait peut-être, ouais non, là, tant pis pour ce match-là, on se regroupe et on se prépare pour le match 4. Ouais, Zurich a gagné tous ses matchs durant ses playoffs. Ils sont à 11 sur 11. Après avoir marqué le premier but, ils sont toujours à 100%. C'est pas passé loin de plus être le cas après le match de ce jeudi, mais finalement, ça a tenu quand même. Titre de comparaison, Lausanne a ouvert 6 fois la marque cette saison durant ses playoffs et a gagné 5 fois. Donc, c'est aussi très solide. De part et d'autre, c'est 2 équipes qui sont capables de tenir un score. Donc, effectivement, t'as isolé que si Lausanne marque le premier but, il y a une bonne chance de faire douter un peu plus longtemps. C'est Zurich, quoi. Ce qui nous a fait mousser cette semaine en partenariat avec le Dr Gabs, ça se passe en Valais, c'est le centre de beaucoup de choses cette semaine, mais on ne va pas parler météo, on va parler de Chris Maxorley, nouvel entraîneur du HC Sierre. C'est un homme qui est habitué à avoir toutes les casquettes possibles et imaginables sur la tête. Là, il fait vraiment l'homme orchestre du côté du HC Sierre avec désormais directeur sportif, promoteur immobilier, entraîneur. Il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas fait depuis qu'il arrive en Valais, seulement en 2023. Hein, pourtant, c'est pas si vieux. Mais voilà, il prend encore quelque chose, un travail supplémentaire. Je ne sais pas quel nombre d'heures ont les journées de Chris Maxorley, mais c'est assez impressionnant. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on est choqué? Est-ce qu'on est surpris que finalement ça se passe comme ça? Moi, j'ai l'impression qu'absolument pas. Après, on disait aussi des fois pour rigoler, oh, vous verrez, c'est Chris Maxorley qui va reprendre. Et parce qu'on a tellement l'habitude que quand il est quelque part, au bout d'un moment, c'est que c'est un homme qui prend ses responsabilités, prend la lumière, peu importe, et qu'il décide qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je peux imaginer que certains joueurs ou certains agents se disent « Ok, je vais peut-être placer mon joueur là-bas ». S'ils ont un peu d'argent, si le projet qui doit encore se faire, hein, moi je suis toujours à me dire, tant qu'elle n'est pas sortie de terre, cette Valais Arena ou je sais pas quoi, j'y crois toujours pas. C'est un peu comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. C'est difficile de
On connaît les problèmes en Valais pour arriver à faire en sorte que tout le monde se mette autour d'une table et accepte finalement le projet. Donc, il y a encore, s'il y a des votations, ça rend la chose plus difficile. Mais c'est, en tout cas pour les journalistes, je pense que d'avoir Chris Maxwell derrière le banc à Sierre, c'est super, parce qu'on aura des bonnes sorties et je me réjouis déjà des affrontements peut-être avec Holton de Volvend. On pourrait imaginer une caméra qui suit les deux. Si ça devient un petit peu chaud, on pourrait avoir des bidons qui volent ou des trucs assez drôles. Je suis d'accord avec toi. Les duels contre Holton, il va peut-être falloir faire le déplacement de Graben pour y assister. Je suis d'accord avec toi. Puis ouais, donc Max Orler, on a un peu tendance à l'oublier, mais ça a été l'entraîneur de Genève entre 2001 et 2020. Mine de rien, c'est assez impressionnant, avec un peu de passage en tant que directeur sportif seulement. Après, il a eu les 2 casquettes. Puis Lugano, une saison et quelques, on va dire ça comme ça. Au début de la 2e saison, il s'est fait dégager. Et voilà, comme c'est quelqu'un d'hyper actif, il s'est vite retrouvé dans ce projet valaisan. Et là, il a de nouveau les pleins pouvoirs. C'est assez impressionnant, sa capacité à arriver quelque part et à directement tout prendre sous son aile et à phagocyter de l'intérieur un projet. Pas forcément pour le mal. Je pense que du côté de Genève, ils ne sont pas mécontents d'avoir eu un Chris Maxwell qui est arrivé en 2001 et qui a pris toutes les responsabilités, parce qu'on a vu où ça les a menés, pas très loin du titre à plusieurs reprises. Donc, si Genève a pu créer quelque chose d'aussi solide, c'est grâce à lui. Donc, il veut nous refaire le coup en Valais. On verra si ça prendra 20 ans et s'il va pouvoir rester 20 ans, s'il va tenir aussi longtemps ou pas. Mais en tout cas, je me réjouis de voir le développement de ce projet. Bon, et même si on a parlé du Valais, qui est plutôt connu pour son vin, on n'oublie pas que notre code promo Colfax 15 est utilisable sur le shop du Dr Gabs pour vos achats de bière. Et si on terminait cet épisode avec l'équipe de Suisse qui se retrouve à Marseille, où Greg, tu as pu discuter avec des joueurs et que tu vas pouvoir assister à un match contre la France. Exactement. On a oublié, je l'ai juste dit sur Twitter, mais on a oublié de parler quand on faisait les défenseurs offensifs, et évidemment, désolé pour lui, même s'il s'en fiche complètement parce qu'il n'a pas besoin de notre validation, mais c'est Dominique Egli, bien entendu, comme défenseur offensif capable de tenir un powerplay plutôt 2 fois qu'une. On se souvient à quel point il était important à Davos, et on se souvient aussi d'un point de vue hockey manager, à quel point un défenseur suisse sur le powerplay, c'est ce qu'on disait, il y a Kukan Leffel, puis on avait un peu de peine. Eh ben, Dominique Egli, clairement, s'il est en santé, il vient de finir sa saison en Suède, je pense que ça peut être évidemment une option très intéressante pour Patrick Fischer, qui, lui, doit regarder quand même la finale de National League et se dire, bon, Malguin Andrighetto, s'il vous plaît, vous blessez pas, parce que dans cette configuration-là, j'ai vraiment besoin de vous pour ma première ligne ou ma ligne offensive numéro 1 ou 2. Ouais, cette équipe de Suisse, elle est très intéressante à suivre, on va dire, durant cette préparation, parce qu'il y a plein de joueurs qu'on verrait peut-être pas forcément à ce niveau-là. Et moi, je me réjouis de voir l'évolution d'un Ludwig Jönsson qu'on n'a pas vu dans cette configuration-là, finalement. On rappelle quand même qu'il a commencé cette saison avec les juniors de Zug, et c'est seulement en octobre qu'il est arrivé dans la première équipe et qu'il a fait ses premiers matchs avec Zug. Donc, c'est assez impressionnant de voir son évolution. Il a joué le mondial M20, et maintenant, il joue avec l'équipe de Suisse. Après être passé de nouveau par les juniors, il a fini les playoffs avec Zug. Comme il avait du temps devant lui, il allait faire quelques matchs à U20. Donc, le voilà maintenant en équipe de Suisse. C'est assez surprenant. Je me réjouis de voir Jonas Teibel aussi. Il y a 2-3 joueurs qui vont être chouettes à suivre, ou Micha Ramel aussi. Mais on espère quand même vraiment des renforts, parce que c'est vrai que là, c'est en l'état, mais c'est souvent comme ça à ce moment de la saison. On est bien d'accord. Mais en l'état, c'est pas une équipe qui va nous faire rêver, et c'est pas une équipe qui va nous faire voyager vers Stockholm pour aller gagner des médailles, j'ai l'impression. Alors, elle peut nous faire voyager vers Stockholm en étant 4e de sa poule, et que du coup, tu prends le premier. On rappelle, les 2 premiers, même si il y a des scénarios qui sont casse-pieds, mais
1 et 2 de la poule de Herning restent à Herning, à moins que la Suède se retrouve, voilà. Et 1 et 2 de Stockholm restent à Stockholm, sachant que le Danemark et la Suède doivent rester dans leurs villes respectives et que dans un monde pas idéal, la Suède est première de son groupe et le Danemark est quatrième. Et ce serait un Suède-Danemark et c'est pas possible, je crois. Donc à ce moment-là, je suppose, mais on n'a rien trouvé jusqu'à preuve du contraire dans le règlement. On se retrouverait dans ce cas où il faudrait peut-être rester. Les quarts se disputent dans la intergroupe, on va dire, dans la ville. Et à ce moment-là, le premier de Herning jouerait contre le quatrième de Herning. Mais là encore, c'est des suppositions parce qu'on n'a rien vu. Je ne sais pas si toi, tu as vu quelque chose qui contredirait cette théorie ou cette thèse. Non, absolument pas. J'ai rien vu non plus. Pourtant, j'ai épluché le règlement du tournoi. Donc non, on aurait pu se renseigner, mais on n'y est pas encore. On fera ça là-bas une fois qu'on sera installé au Danemark. Ce sera bien assez tôt pour en parler. Mais c'est vrai que c'est un scénario qui est possible. Mais si on revient sur cette équipe de Suisse, j'ai pas mal parlé avec Patrick Fischer après l'entraînement aussi pour lui demander, est-ce que on a un peu des attentes qui deviennent déraisonnables après une année où on fait une médaille. Et est-ce que c'est pas dangereux pour l'équipe de Suisse? Tu me dis pas du tout. On a montré dans le Hockey Tour qu'on était capable, que cette équipe a progressé et elle peut jouer contre des équipes un peu plus fortes. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que la Suisse, après avoir joué la Slovaquie, joue 2 fois la France, puis va jouer la Lettonie en Lettonie. Et ça, c'est intéressant dans une idée de préparation, justement, d'avoir des matchs durant lesquels tu auras un peu plus le puck, je pense, que ce qui sera le cas face à certains adversaires lors du mondial. Parce que de jouer toute la saison des Suèdes, Finlande et dans une moindre mesure la Tchéquie, est-ce que ça te prépare vraiment à jouer la Norvège, la Hongrie et le Kazakhstan? Je suis pas sûr. Et c'est pourtant les adversaires qui seront face à l'équipe de Suisse en fin de tour préliminaire. Donc je suis pas en train de comparer France et Lettonie ou de les minimiser, mais d'avoir ces matchs-là, de pouvoir aussi éprouver ton système face à des équipes, on va dire, dites moins fortes, c'est une bonne chose. Et justement, en ce sens-là, ces 2 Suisse-France, France-Suisse en l'occurrence à Marseille, et les 2 Lettonie-Suisse à Riga sont assez intéressants. Moi, ce que j'aime, c'est quand je regardais le groupe de l'équipe de Suisse, puis la structure des matchs, puis t'aimes bien dire, on a les forts d'abord, puis les faibles après. Là, c'est un petit peu plus, on va dire, je sais pas si on peut dire panaché, mais d'abord les Tchèques, pour en hors d'œuvre, puis le Danemark, mais évidemment le Danemark à la maison. Donc il y aura de la pression, le public, la patinoire sera très probablement pleine. Et après, c'est les États-Unis. Donc 3 matchs où la Suisse va devoir cravacher. Après, c'est l'Allemagne. On sait à quel point l'Allemagne peut être casse-pied. Norvège, et puis il reste après. Là, alors, pour le coup, la Hongrie et le Kazakhstan, tu t'attends quand même à ce que là, la Suisse puisse s'en sortir, on va dire. Mais on parle des vice-champions du monde, donc de commencer à se dire, oulala, on espère que ça va bien se passer contre la Hongrie et le Kazakhstan. On espère que ça se passera mieux d'entrée, on va dire. Ouais, effectivement. Et après, on a ces 2 jours-là de pause. Après le 3e match contre les États-Unis, avant l'Allemagne, c'est là où en général on a le Media Day. Et l'ambiance peut totalement changer si tu as mal commencé ou bien commencé ton tournoi avec les 3 premiers matchs. En général, ces derniers temps, la Suisse gagne vraiment beaucoup ces matchs de phase de poule et se heurtait à une marche trop élevée en quart de finale. Ça n'a pas été le cas l'année passée. Donc le mood était bon. Suivant comment ça se passe là, peut-être que ce jour-là sera plus tendu, on verra. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, vivement que la finale se termine pour aussi voir d'autres joueurs débarquer. Au niveau du programme, donc l'équipe de Suisse va jouer ces 2 matchs-là. Et lundi, il y aura l'annonce du cut, de quels joueurs ne vont pas être conservés, et l'annonce des arrivants des demi-finalistes, fribourgeois et davosiens. Visiblement, on n'aura pas trop de soucis pour avoir les gars qui sont là. Et maintenant, cette semaine-là, en fait, ils sont en train de prendre contact avec les joueurs, de voir qui est en santé, qui a envie de venir. Je pense qu'envie de venir, c'est jamais trop un souci. Surtout avec les Jeux Olympiques dans moins d'une année. Je pense que c'est quand même une carotte assez
grosse à mettre devant le nez des joueurs, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Mais surtout, c'est la santé qui a terminé la saison en bonne forme. Donc là, ils soufflent une semaine, les 2 demi-finalistes, et après, ils pourront rejoindre le camp. Donc on saura ça lundi, qui seront les appelés. Et donc on est au terme de cet épisode numéro 41, enregistré à distance, vu que je suis à Marseille pour l'équipe de Suisse, mais de retour samedi pour le match numéro 3 à Lausanne, que tu vas également suivre. Donc on se réjouit d'en parler dès lundi, je présume, pour l'épisode suivant, l'épisode numéro 42. Mais d'ici là, on est à disposition sur les réseaux sociaux pour toutes vos questions. Et abonnez-vous, parlez de nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça nous aide aussi. Il y a aussi moyen de mettre une note au podcast sur Spotify. Si vous nous mettez une petite note, c'est jamais perdu. Ça nous aide au niveau du référencement. Enfin bref, il y en a déjà eu quelques-unes. Donc on se dit que certains savent le faire. Donc merci beaucoup à ceux qui ont pris la peine de le faire pour nous. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et profitez bien des matchs. À bientôt.